diagnostics en psychologie n'est pas du tout la même chose que les diagnostics qu'on peut faire en médecine. Pourquoi il y a des différences très notoires que vous allez constater dans les diagnostics quand on essaie de diagnostiquer un cas pathologique. Le schéma n'est pas le même, le processus n'est pas le même. Bien que nous pouvons toujours arriver au même résultat, à la même conclusion que les médecins, mais notre processus n'est pas toujours le même. Et vous allez découvrir dans cette vidéo les phases ou les étapes pour faire les diagnostics. Le psychologue s'occupe du comportement et ne s'occupe pas de l'aspect médical des pathologies. Bien sûr, nous tous, nous nous basons sur les mêmes documents, les mêmes publications, les mêmes recherches qui se retrouvent, mais il y a quand même des points de différence que vous allez constater. Alors, je vous présente trois grandes étapes des diagnostics en psychologie. Si vous voulez des vidéos pareilles, veuillez vous abonner sur cette chaîne et laissez-moi un j'aime. Si vous êtes déjà abonné, laissez-moi tout juste un j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, alors cliquez sur la partie de l'abonnement ici pour vous abonner. Et ainsi, vous allez suivre d'autres vidéos que je vais faire encore plus tard. Alors déjà, dans ces phases de diagnostic, vous allez voir, la première des choses que nous devons faire, c'est la collecte des informations. Nous allons chercher par tous les moyens les informations. Et donc, comme on le faisait d'ailleurs dans la partie de l'anamnèse, c'est là aussi on est toujours en train de chercher les informations. Les outils que nous utilisons dans la collecte des informations, c'est d'abord les entretiens. Alors l'entretien, c'est ce qui se fait d'ailleurs lorsque vous entrez en contact avec soit les patients, soit les membres de sa famille. Vous allez commencer par l'entretien. Alors déjà, vous savez que l'entretien n'est pas la même chose que la discussion qu'on peut avoir avec une personne, avec la conversation tout simplement, parce que nous sommes basés ici sur les problèmes du patient, les problèmes de la personne qui vient nous consulter. Et donc, on va commencer d'abord par l'entretien. Et à part l'entretien, autre outil que nous allons utiliser, c'est tout simplement l'observation. Alors, notre façon d'observer la personne. Quelles sont les mimiques, l'humeur de la personne, comment vous voyez, comment la personne est habillée. Tout ça, ça fait partie en fait des collectes d'informations par l'observation. Sa façon de parler, tout ça, ça va entrer en compte dans l'observation. Parce que ça, on ne va pas faire l'entretien, on ne va pas demander à la personne. On voit tout simplement que cette personne-ci parle trop rapidement, il semble parler lentement, ou il a un regard fuyant, il ne vous regarde pas dans les yeux quand il est en train de parler. Soit il vous fixe, lorsqu'il fixe quelque chose, il dit bon. Tout ça, ce sont des informations qui vont vous aider. Alors ça, c'est le deuxième outil que vous pouvez utiliser en tant que psychologue, ça sera l'observation. Alors, à part l'observation, viendra alors le troisième outil, c'est ce que nous appelons les tests psychologiques. Alors ici, je ne fais pas la différence entre les questionnaires et les tests psychologiques en fait. Mais on peut utiliser soit un questionnaire, soit un test psychologique. Ça dépend, mais cette partie viendra surtout en troisième lieu, parce que vous n'allez pas utiliser n'importe quel test en fait. Sinon, si on vous disait de prendre un test au hasard, vous allez prendre, il y a beaucoup de tests et ça va vous embrouiller. Et donc, lorsque vous avez des informations en rapport avec l'entretien, en rapport avec votre observation, vous pouvez avoir une hypothèse. Une hypothèse que vous n'allez pas valider tout de suite, vous dire que mon diagnostic, il s'agit de troubles dépressifs. Non. Alors, c'est lorsque vous avez cette hypothèse-là qui est de dire que, par exemple, cette personne-ci, je pense qu'il peut avoir des problèmes de dépression, alors vous allez vous prendre un test de la dépression et vous allez soumettre à la personne. Et comme ça, vous pouvez confirmer toujours votre hypothèse. Alors, la deuxième étape, c'est l'évaluation diagnostique. Alors, cette évaluation ici va beaucoup passer avec l'analyse et l'interprétation. Parce que déjà, en rapport avec l'entretien que vous avez eu, en rapport avec l'observation que vous avez faite, vous aurez des informations déjà. Surtout avec la partie de l'anamnèse, vous avez des informations, toutes les informations, bon, pas toutes les informations, mais la plupart des informations qui peuvent vous aider.
Et donc là, vous allez entrer maintenant dans la phase de l'analyse. Alors, il faudra analyser ce que la personne dit. Si la personne, par exemple, pour votre observation, la personne parlait trop rapidement, qu'est-ce que ça veut dire cliniquement? Quels signes ça renvoie? Quels symptômes ça renvoie? Et si la personne vous dit qu'il se culpabilise beaucoup, il est assez souvent triste, quels symptômes ça renvoie? Et donc là, vous allez analyser maintenant les dires des patients, vous allez analyser vos observations et vous allez analyser peut-être les tests aussi que vous aviez soumis à la personne. Alors, cette analyse ici va vous aider maintenant à entrer maintenant dans la classification des maladies mentales. Vous allez utiliser ces documents. Alors, dans la classification des maladies mentales, nous avons 3 documents que nous utilisons. Il y a d'abord la classification qu'on appelle les DSM. Les DSM, c'est la classification des Américains, qui est internationale, disons, pour diagnostiquer les troubles mentaux. Là, vous trouvez plus de 300 maladies qui sont répertoriées par rapport à des thématiques, par rapport à une classification, comme son nom le dit, une catégorisation de la maladie que vous allez trouver dans les DSM. Et donc, par rapport à vos analyses, par rapport à votre hypothèse, alors vous allez entrer maintenant dans les DSM pour chercher, pour voir est-ce que ce que je pense, est-ce qu'il remplit un peu les critères diagnostiques pour parler de ces troubles ici. Parce qu'il y a des troubles qui se ressemblent, bien sûr, vous allez voir, mais vous allez voir par rapport à ce que vous avez comme information et chercher maintenant dans la classification qu'on appelle les 2SM, trouver une classification, une catégorisation de la maladie. Alors nous avons aussi un deuxième document, c'est la CIM, ou les autres appellent CIM. CIM ou CIM, c'est la classification internationale des maladies. Et donc, ça, c'est un document de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui publie chaque fois des versions de maladies, là où vous trouvez des maladies mentales aussi. Et vous pouvez vous recourir à ces documents-là, la CIM, pour poser un diagnostic, en fait, pour donner une catégorisation, une classification par rapport aux troubles, à la maladie ou à des difficultés que présente une personne qui était face à vous. Donc vous allez entrer dans ces documents. Et il y a aussi un document, la classification de Henry Hay. Alors la classification de Henry Hay, c'est la classification très ancienne, hein, je dirais ancienne parce que c'est déjà, ça fait plus de 50 ans depuis qu'il a plus de 50 ans ou à peu près 40 ans et que la classification de Henry Hay a été publiée. Et donc là, vous trouvez aussi des maladies, ça peut vous aider aussi à diagnostiquer. Et par rapport à cette classification, d'ailleurs, c'est ce qui s'enseigne beaucoup plus. Mais moi, je trouve que c'est vraiment ancien et que présentement, on n'a pas besoin vraiment de recourir beaucoup trop à cette classification, étant donné que toutes les classifications qui se trouvent dans Henry et ça se trouve dans les 2SM. Et donc, pour moi, je privilégierais la classification du DSM pour poser mon diagnostic. Et après, lorsque vous analysez, maintenant, vous avez terminé votre analyse, vous êtes entré dans la classification, vous trouvez ce que vous pensez être cette maladie. Vous allez entrer maintenant dans ce qu'on appelle la comorbidité. Alors, dans la comorbidité, c'est dire qu'une personne peut souffrir de 2 maladies à la fois. Donc, on n'est pas obligé de souffrir tout simplement de la dépression. Parce que d'abord, la dépression et l'anxiété, c'est ce qui marchent ensemble. Lorsque vous diagnostiquez la dépression, alors il faut penser peut-être aussi à l'anxiété qui peut être là. Et donc, la comorbidité va vous permettre de savoir, de dire, bon, la personne qui est en face de moi souffre de telle maladie, mais avec une comorbidité, avec une autre maladie. Alors vous allez chercher ça et vous allez trouver, par rapport aux symptômes, par rapport aux critères aussi diagnostiques, vous allez trouver et vous allez dire, ça c'est la comorbidité entre cette maladie ici et l'autre maladie. Et quand tout cela est fait, maintenant il faut penser aussi à ce qu'on va appeler les diagnostics différentiels. Vous avez votre diagnostic. Là, déjà, vous avez votre diagnostic. Vous dites que la personne souffre de la dépression. Ok, la personne souffre de la dépression. Maintenant, il faut passer maintenant au diagnostic différentiel, c'est-à-dire les maladies qui ont presque les mêmes critères en fait et
Qu'est-ce qui vous pousse à dire qu'il s'agit de la dépression et non pas de l'anxiété? Ou soit de dire que la personne souffre de la dépression et qu'il ne souffre pas de troubles bipolaires. Alors c'est ça les diagnostics différenciés que vous allez faire. Établir pourquoi vous dites ça au lieu de l'autre maladie. En fait, parce que les critères diagnostiques peuvent être souvent beaucoup plus le même. Facile de se perdre parfois diagnostiquer un autre trouble au lieu du trouble du départ que la personne est en train de souffrir vraiment. Et on a constaté beaucoup de psychologues, de cliniciens qui diagnostiquent par exemple la personne souffrant de troubles dépressifs. Alors qu'en réalité, lorsqu'on voit bien la personne souffrir des troubles bipolaires, mais les psychologues ou les cliniciens n'ont pas pu penser à ça parce qu'il n'a pas fait le diagnostic différentiel en fait. Parce que le diagnostic différentiel vous permet d'écarter certains troubles et de rester avec d'autres. Alors c'est ce qui va vous permettre, d'ailleurs dans le document que je vous ai parlé, les deux SEM, ça facilite vraiment parce qu'il y a une partie de diagnostic différentiel. On vous dit clairement que ces troubles ici, et ça se ressemble avec l'autre trouble, mais la différence est tel point. Et donc c'est plus facile pour vous de reconnaître ça. Et donc là vous aurez déjà un bon diagnostic que vous allez poser si vous faites ces étapes-là. Mais lorsque vous avez ces diagnostics-là, vous connaissez de quoi souffre la personne, de quel est le problème de la personne, et donc vous allez maintenant faire votre plan de traitement. Alors le plan de traitement, ça se fait avec le patient, avec la personne, avec la personne qui vient vous consulter. Et vous allez faire ces plans-là ensemble avec lui et pour savoir qu'est-ce qui sera fait. Parce que jusque-là, vous étiez en train de fixer, de savoir qu'est-ce qui est, quels sont les problèmes. Maintenant que vous connaissez les problèmes, il faut passer aux suites. Qu'est-ce que nous allons faire en tant que thérapie? Alors, la grande différence entre nous en Afrique et l'Occident et en Amérique, c'est qu'en Afrique, la plupart du temps, nous utilisons beaucoup de thérapies. Donc, un même psychologue peut utiliser deux thérapies concomitamment. La plupart du temps, on n'est pas trop habitué à cette spécialisation, disons, dire que moi, je vais faire la thérapie cognitivo-comportementale. Je me base uniquement sur ça. Par rapport à votre trouble, nous allons utiliser la thérapie cognitivo-comportementale. En Afrique, on peut dire, je fais la thérapie cognitivo-comportementale, mais je vais aussi, par rapport à votre situation, je vais aussi faire la thérapie familiale. Ou je peux faire aussi la thérapie du couple. Donc, ça va dépendre du psychologue qui voit à travers les problèmes et surtout avec la collaboration de son patient, la collaboration de la personne qui est en face de lui. Et donc, voilà comment ça s'est fait, les diagnostics en psychologie. Je vous disais que c'était vraiment différent avec les diagnostics en médecine parce que là, il y a des interrogatoires, il y a des appareils. Chez nous, il n'y a pas beaucoup trop des appareils. Chez nous, c'est beaucoup plus la parole qui va intervenir. Et donc, avec tout ce que je viens de vous dire, ça devient aisé de faire les diagnostics. Si vous avez trouvé la vidéo en tout cas intéressante, veuillez me laisser un j'aime. Et surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi partager avec d'autres personnes pour les aider. Merci, on se retrouve à la prochaine. Ciao.